Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, une vidéo un peu particulière ce matin avec François Bousquet, une sorte de conversation, on change un peu de format tout en restant dans les temps. Je voulais qu'on parle avec François Bousquet qui était avec nous tout à l'heure pour sa chronique. Réécoutez-la, elle était toujours passionnante. On va parler de la droite, concrètement, la droite républicaine et la droite populaire. Et une autre question ce matin, c'est est-ce que la droite doit-elle se recentrer sur des bases populaires et sociales alors qu'elle semble dériver depuis des années vers une conception libérale et européiste tournée vers les marché. Finalement, chers amis, est-ce que la droite populaire peut-elle renaître? Et j'ai envie, avec François Bousquet, merci d'être là François, et d'avoir prolongé la discussion. Et je voudrais aussi, avant qu'on commence ça, que vous nous parliez un peu d'Éléments. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Éléments, puisque vous en êtes le rédacteur en chef? Qu'est-ce qu'on peut y trouver avant de parler de la droite? Eh ben, hors-série, puisqu'on est comme le monde diplomatique, on a lancé des hors-séries, le premier l'an dernier, le deuxième est en kiosque depuis une semaine, consacré à la Russie, à notre Russie, et on reprend tous les papiers qu'on a fait paraître, les plus importants, nous semble-t-il, sur une cinquantaine d'années. Comme ça, on a exactement comme manière de voir du monde diplo. Manière de voir reprend les grands papiers du monde diplo sur tel ou tel sujet, et là, on a repris donc les grands papiers consacrés à la Russie, littérature, politique, géopolitique, etc. Donc, c'est un hors-série au format de poche qui est en kiosque depuis 3-4 jours, donc ça c'est l'actualité élément, et le prochain numéro sera en kiosque, là pour le coup le numéro habituel et classique, dans une dizaine de jours, avec un dossier sur le phénomène trans, le grand dérèglement, et également un grand focus sur le retour de la violence en politique, à l'occasion de la réédition à la Nouvelle Librairie des réflexions sur la violence de Georges Sorel, avec un entretien remarquable de Jacques Julliard. Mais ça, ce sera dans 10 jours. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le hors-série Russie dans les kiosques. Eh bien, on va se jeter dessus, bien entendu, pour lire ça. Lisez Éléments, bien entendu, vous le savez, c'est une excellente revue. Et François Bousquet, je le rappelle aussi, est éditorialiste pour Ligne Droite. François, je voudrais qu'on parte d'abord sur notre conversation, sur notre vidéo, sur une citation que je suis allé chercher dans le Figaro Vox, chez le confrère du Figaro Vox, de Maxime Tandonnet. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Maxime Tandonnet est un essayiste, ancien conseiller, Nicolas Sarkozy notamment, haut fonctionnaire également, que nous recevrons dans la Ligne Droite très bientôt, semaine prochaine probablement, dans un grand entretien. Il dit, Maxime Tandonnet, aujourd'hui la droite n'a pas besoin de candidats à la présidentielle dans 5 ans, ni d'un programme de gouvernement détaillé, mais pour commencer, d'un message de respect adressé au peuple. J'ai l'impression que c'est quand même le point de départ de notre discussion, François, non? De Maxime Tandonnet. Votre analyse de cette question? Disons que il faut remonter en arrière, la droite dite gouvernementale, c'est-à-dire en l'occurrence les LR, ex-UMP, fusion de l'UDF et du RPR, est sortie des écrans radars. Il faut remonter à la présidentielle de 2022, pas celle de 2017. En 2022, qui est le candidat des LR? C'est Valérie Pécresse, c'est l'Île-de-France. On est très loin précisément du message adressé, du signal adressé au peuple de France, à la France périphérique, qui est aujourd'hui capté et monopolisé principalement par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Alors, comment expliquer cette rétrogradation, pour recourir à des termes footballistiques ou sportifs, des LR? La séquence des primaires est fascinante. Pour regarder les 3 candidats qui étaient en jeu, Aurélien Pradier, dont le mentor d'Aurélien Pradier, c'est Claude Chirac, c'est pas Jacques Chirac, c'est Claude Chirac, je dis bien. Éric Ciotti, son mentor c'est Laurent Wauquiez, ou Estrosi. Donc c'est pas grand-chose. Alors certes, la personne la plus structurée idéologiquement, mais sur un plan conservateur et économiquement libéral, ce qui est un problème, qui est notre sujet, c'est Retailleau. Lui, c'est un peu l'enfant de Philippe de Villiers, mais pour le coup, chez lui, il y a une vraie colonne vertébrale idéologique. Mais j'y reviendrai sur cette colonne vertébrale idéologique. Elle coïncide et correspond avec le catholicisme conservateur et sa sociologie. Donc là aussi, on est très très loin des catégories populaires. Mais je pense que le problème que pose Tandonnet va au-delà, c'est que les LR n'ont pas de leader, n'ont aucun leader. Je le dis, si on fait un casting du Baron Noir, Valérie Pécresse est refusée d'emblée. Aurélien Pradier est retoqué d'emblée. Je veux dire, ne parlons pas de Ciotti. Ciotti n'existe pas. C'est même pas un second rôle, c'est un figurant dans un film d'Audiard. C'est même pas André Pousse. C'est aussi, il est encore moins sexy. Pardon pour les termes. Donc là, il y a un problème de leader. Il n'y a pas de leader. Depuis Sarkozy, la droite gouvernementale n'arrive pas à produire de leader. Mais le problème est encore plus grave. C'est que non seulement il n'y a pas de leader, mais il n'y a pas de leadership. On l'a vu pour la réforme des retraites, avec tous les couacs. Donc Pradier qui, eux, veulent camper sur une ligne sociale,
et le reste du groupe, hein, qui est dominé par le courant conservateur et sénatorial. Hein. Vous le disiez, ils sont libéraux, mais ils sont libéraux de manière contracyclique. Hein. Ouais. Qu'on soit libéral, moi je ne l'ai jamais été sur un plan économique, mais qu'on soit libéral dans les 80, dans la grande vague thatchérienne, réganienne, pourquoi pas? Mais 40 ans plus tard, c'est contracyclique. Hein. Donc cette droite gouvernementale est en train de s'enfermer dans une impasse politique, hein, tant qu'elle ne retrouvera pas le peuple, et on n'en prend pas le chemin, puisqu'on va en parler tout au long de l'émission. Mais quand on prend un exemple comme l'exemple de l'école des cadres, le RN a fait son école des cadres. Hein. Les Insoumis font leur école des cadres. Donc ça veut dire que tous les partis, il y a une demande quand même de restructuration, de réidéologisation, de reformer des cadres. Et les LR font leur école des cadres. Comment ils l'appellent? Ils l'appellent Georges Mandel. J'ai rien contre Mandel. J'ai vraiment rien contre Mandel. Mais qui connaît en France Mandel? Personne. Hein. Personne. Mandel, pour rappel, là encore, c'est un appel du pied à Nicolas Sarkozy. Donc Sarkozy a fait une biographie de Georges Mandel. Appeler son école des cadres, c'est se placer directement sous le tutorat de Nicolas Sarkozy, sous le patronage de Nicolas Sarkozy. Or, que veut Sarkozy? Il veut la mort de ce DLR. Hein. Donc, moi, de toute façon, tous les choix que font les LR depuis François Fillon sont des choix suicidaires et mortels, hein, qui ont été sanctionnés par les urnes, hein, les primaires qui n'ont intéressé personne, Valérie Pécresse en dessous de 5%, ça veut dire qu'on n'est même pas en D2, là. On est en national. Hein. Ah oui. Vous savez, il y a la Coupe du Monde. Hein. Sur la Coupe du Monde, il y a les deux équipes qui sont battues en demi-finale, hein, font la petite finale. C'est le match pour la 3e place. Hein. C'est la médaille en chocolat. Ça n'intéresse personne. Hein. Donc jusqu'à quand les LR vont s'enfermer dans cette espèce de trou noir qui est en train de les dévorer? C'est-à-dire que d'une part, ils sont complètement macronisés. Oui. J'évoquais dans ma chronique Gérald Darmanin. Darmanin veut faire avec eux ce que Macron a fait avec le PS en 2017, en 2027, c'est-à-dire les siphonner, ou alors zémouriser. Donc, où est le peuple? Il n'y a plus de droite. Je pense qu'au LR, il n'y a plus de droite sociale. Hein. La droite sociale est partie au parti RN qui ne se reconnaît plus du tout dans le clivage. On en parlera sûrement du clivage droite. Oui. Mais de fait, toute la dimension sociale, du reste, il y avait une droite sociale, me semble-t-il, ou populaire. Hein. C'était Mariani et les autres. Hein. Tous sont désormais des transfuges passés. Ils sont devenus eurodéputés au Rassemblement national. Hein. Donc, on cherche désespérément le peuple, hein, dans ce mouvement politique de plus en plus gazeux et nébuleux que sont les Républicains. Mais François, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dissonance cognitive chez les Républicains, d'un côté, avec la jambe identité, conservatrice finalement, et de notre côté, libéral, néolibéral, j'ai envie de vous dire, pas presque, mais européiste. Donc je comprends pas comment, au moment donné, on peut avoir envie d'aider les Français, de protéger la souveraineté qu'ils ne protègent plus, de vouloir être conservateur d'une part, et finalement être libéral d'autre part, sachant que tous les grands problèmes de destruction sociale, comme le wokisme et tout, sont aussi engendrés par l'Union européenne, par le néolibéralisme, par tous ces juges européens. Et moi, je pense qu'on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que les LR, ils ont un côté conservateur, et je trouve ça chez Retailleau notamment. Regardez la position de Retailleau sur la réforme des retraites, c'est assez formidable tout de même, Retailleau. Il fait finalement, c'est le SAV de l'Union européenne, en ne parlant jamais d'Union européenne d'ailleurs, Retailleau, et ça a été pratiquement le plus dur et le plus virulent quand il s'est agi de défendre la réforme des retraites. Il aurait très bien pu supplanter Elisabeth Borne. Et finalement, j'ai quand même l'impression que cette réforme des retraites est de l'anti-peuple absolu, parce que c'est les classes moyennes qui vont en prendre plein la bouche, pour pas dire autre chose, les classes moyennes inférieures également, supérieures aussi, parce qu'on n'en parlera pas, c'est pas sujet d'émission, mais peu importe. Donc, je comprends pas comment on peut défendre la réforme des retraites, finalement, et en se mettant à dos 70% des Français, tout en voulant continuer à avoir ce pendant conservateur, tout en sachant que passer sous les fourches codines de l'Union européenne, de l'européisme, des marchés financiers, va vous amener finalement à la destruction même de ce côté conservateur, en laissant passer des idées, en étant le cheval de Troie d'une idéologie de dissolution et de destruction de la nation et de l'identité. Je trouve que ce paradigme chez les Républicains est assez fascinant. Peut-être qu'il y a aussi un naufrage intellectuel qui les dépasse, dans lesquels ils n'ont plus les moyens de réfléchir à ça. C'est peut-être mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, François.
d'où l'école des cadres, malheureusement, Georges Bandel. Hein. Donc, Ouais. ça va pas aller loin. Si au moins c'est Charles de Gaulle, hein. On pense ce qu'on veut, mais sur Georges Bandel. Hein. Oui, oui, vous avez raison. Oui, il y a un effondrement. Il y a un effondrement du niveau intellectuel, du niveau politique, de la profondeur de champ, de la mise en perspective de l'histoire hein, dans le cadre des LR. Hein. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'espace politique aussi. C'est ça le problème des LR. Vous savez, c'est le mot de Malraux. Malraux, c'était entre les communistes et nous, il n'y a rien. Bien sûr. Entre Macron et Marine, il n'y a rien. Donc il y a un énorme problème d'espace politique. Moi, ce que vous dites me fait penser à Éric Zemmour, pour lequel j'ai une grande admiration pour un tas de raisons, parce que c'est un homme attachant, brillant et très courageux. Et ce que vous dites, c'est ce que Zemmour a dit quand il était chroniqueur pendant 20 ans. Hein. Pendant 20 ans, rappelez-vous, il a cité le mot de Bossuet. Dieu se rit des créatures qui chérissent chérissent les causes. Donc il déplore les conséquences. Hein. Les conséquences, c'est ça. Et quand il disait cette phrase, il s'appuyait toujours, hein, le Zemmour chroniqueur, chez Ruquier, au Figaro, et puis ensuite sur CNews. Hein. Donc le Zemmour, d'avant la candidature à la présidentielle, il s'appuyait toujours sur l'œuvre de Jean-Claude Michéa. Et Michéa pointe hein, les contradictions culturelles hein, du conservatisme. Hein. C'est en particulier du libéral conservatisme, parce qu'il montre hein, qu'il y a, depuis les Lumières, hein, depuis le XVIIIe siècle, hein, il y a une cohérence idéologique entre le libéralisme sociétal et le libéralisme économique. Hein. Et preuve à l'appui, il le démontre. Hein. Et Zemmour a été le principal hein, vulgarisateur hein, sur les plateaux de télévision de la grille de lecture de Jean-Claude Michéa, qui est celle de Guy Luyd, de Benoît, de Régis Debray, d'autres encore. Hein. Et c'est chez Michéa qu'on la trouve, c'est son cœur de sujet, donc chez lui qu'on la trouve de manière à l'exprimer le plus clairement possible. Qui l'a porté cette ligne pendant 20 ans, c'est Zemmour. Or, que fait Zemmour une fois qu'il est candidat ? Oui. Il fait l'inverse. Hein. Ah, oui. Pour quelle raison ? Au début, je pense qu'il ne fait pas l'inverse. Hein. Cela a été dit entre eux. Et petit à petit, il se rend compte que sa base électorale se rétrécit, que son espace politique se rétrécit. Et il est obligé de se concentrer sur un vivier électoral, qui est le vivier du conservatisme, hein, parce que c'est le seul hein, qui est en berne et qui ne se retrouve pas ni chez Macron, ni chez Marine Le Pen. Hein. Donc, il y a presque une contrainte, hein, comment dirais-je, stratégique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix de ligne, là. C'est que son électorat et sa cible électorale est là. Or, il n'y a pas d'espace politique. On l'a vu avec François-Xavier Bellamy. Pour revenir en arrière, Bellamy, c'est quelqu'un de brillantissime. Hein. Et chez lui, je pense, qui plus est, comme chez Zemmour, hein, il y a une critique également du libéralisme économique hein, chez Bellamy. Simplement, Bellamy, c'est un intellectuel conservateur hein, qui a fait, je ne sais plus le score qu'il a fait, mais je ne sais plus si c'est 7, 8, 9, hein, et c'est aux européennes, il y a 4 ans. Il n'y a pas d'espace politique. Hein. Donc, moi, je pense que ce que vous dites là, c'est que les LR ont intériorisé, consciemment ou inconsciemment, faute de leader et de leadership, hein, mais ils ont intériorisé leurs conditions de minoritaire. Même pas de troisième force, hein, même pas de quatrième, hein, de cinquième. Hein. Donc, Zemmour est passé devant eux. Mais moi, je ne suis pas dans la tête de Zemmour, hein, je ne sais pas. Mais il a été gaulo-bonapartiste pendant 30 ans. Il vient du souverainisme et du chevènementisme. Hein. Il a basculé plus ou moins vers un chevènementisme de droite. Hein. Mais il y en avait un avec Philippe Séguin. Donc il y a une cohérence idéologique dans ce passage. Mais il reste quand même fondamentalement gaulo-bonapartiste. Le Zemmour que nous connaissons depuis 30 ans. Comment se fait-il qu'il est aujourd'hui, il campe sur une position orléaniste hein. Moi, je vous le redis, c'est paradoxal. C'est le seul homme politique que je connais et que j'apprécie beaucoup, puisque, je le redis, c'est un type exceptionnellement courageux et brillant. Et pourquoi s'enferme-t-il dans cette ligne-là ? La seule explication que je peux avancer, c'est qu'il n'a pas d'espace politique. Donc, il est obligé d'accepter d'être un minoritaire. Et donc de draguer une bourgeoisie conservatrice hein, pour qui la question sociale n'est pas déterminante. Hein. Oui. Mais si vous permettez, moi je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est qu'il faut interroger cette bourgeoisie conservatrice plutôt catholique. Hein. Elle est quand même majoritairement catholique. Eh bien, elle correspond à sa sociologie. Et elle adopte des combats qui correspondent à sa sociologie. Elle a de fait un pouvoir d'achat très supérieur à la majorité des Français. Donc la question sociale n'est pas la question centrale et déterminante. La question qui est vraiment clivante, hein, ça peut être la question identitaire, c'est la mienne. Moi, je pense qu'il faut articuler l'identité et la valeur travail, les deux, mais elle va au-delà. Elle s'est mobilisée et surmobilisée contre le mariage pour tous, hein. À raison, la question n'est pas là. Hein. Ouais. Mais elle est invisible sur tous les grands enjeux économiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le christianisme social, ça me désole de le dire, hein, c'est effondré sur lui-même. Il n'y a plus de christianisme social. Il y a un christianisme sociétal qui correspond à la sociologie
de ce qu'est devenue cette droite conservatrice. Donc, en même temps, alors je complète ma réponse à votre question. Donc, il n'y a pas d'espace politique. Et ensuite, à un moment donné, les LR, comme Reconquête, du reste à beaucoup d'égards, se positionnent vis-à-vis de leur cœur de cible électorale, qui est plutôt des CSP+, plutôt un électorat qui appartient aux classes moyennes supérieures ou aux classes supérieures. Donc, de fait, c'est pas là où il y a comme disait Staline au Vatican, combien de divisions? Il y a beaucoup moins de divisions et donc beaucoup moins de perspectives politiques pour les LR et pour Reconquête. Mais peut-être que Reconquête est passé devant les LR. Puisque Zemmour est à 7 et Pécresse à moins de 5. Peut-être que pour Zemmour, la perspective politique, là, on fait des conjectures, c'est d'investir les LR, de les siphonner, et auquel cas, là, pour le coup, il pourrait devenir, pour le Rassemblement national, parti majoritaire, puisque là, on est au-delà de 20%, puis ça s'adresse à la France périphérique, donc il y a un bassin d'électeurs très supérieur, devenir une force d'appoint dans un deuxième tour en 2027. Mais François, je veux rebondir sur ce que vous disiez, c'est intéressant. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à appréhender le fait que vous avez raison, cette classe bourgeoise catholique, notamment, ou c'est CSP+, qu'on appelle vulgairement avec l'INSEE CSP+, n'a pas compris encore une chose qui me semble fondamentale, c'est que le libéralisme, le néolibéralisme ou la mondialisation est un poison pour le conservatisme et l'identité. Un véritable poison. C'est un poison, c'est pour moi, vraiment, c'est un véritable poison. Et je voudrais qu'on revienne aussi à Nicolas Sarkozy, qui, pour moi, a fini de saper les fondements de la droite populaire, notamment en 2005. Quand il était à l'intérieur et après en 2000, quand il a été élu en 2007, je trouve que 2007, sur le référendum, quand il fait passer le traité de Lisbonne en force, on le savait tous, au Congrès, bien entendu, c'est-à-dire que d'une part, ministre de l'Intérieur et président, il ne fait rien pour l'immigration, rien pour la délinquance, rien contre l'ultra-violence, donc il trahit la France populaire qui souffre de cette espèce d'état de fait, de cette France qui semble sauvage de plus en plus. Donc là, il trahit sur la partie de l'identité. Et ensuite, il trahit la France populaire. Il trahit les Français de la France périphérique qui n'ont pas les moyens de s'extraire de la violence ou de la délinquance avec le passage en force du traité de Lisbonne 2008. Donc je pense que là, il trahit les Français, il trahit aussi finalement la pensée de Patrick Buisson sur l'alliance entre la souveraineté et l'identité, et je pense que Sarko, en ce moment-là, il flingue la droite pour 30 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que, vous l'avez dit très justement, Éric Ciotti, Retailleau, Pradier, Pradier, comme il a été élu dans un territoire plutôt à gauche, il faut qu'il donne bonne grâce à ses électeurs pour aller contre la réforme des retraites, parce que c'est de la politique. Mais finalement, on se rend compte que aujourd'hui, on a cet extrême centre, bien voulu aussi par l'Union européenne et une certaine forme d'oligarchie, pour effacer aussi ce qui reste de démocratie parlementaire et de manière à faire que le marché s'introduise à plein et que l'État ne soit que le SAV ou l'ouvrier utile finalement de la destruction de la France pour qu'elle rentre dans les fourches de la fourche commune de la mondialisation. Donc c'est mon analyse aussi sur Sarkozy qui a sapé d'une côté l'identité, d'une autre côté la souveraineté d'un côté en montant aux Français, en faisant le matamor, et je prends votre belle expression de votre édito de tout à l'heure, et d'autre part aussi la souveraineté, là parce qu'il y a carrément un viol démocratique. Et j'ai l'impression que la droite s'est perdue à ce moment-là, s'est même sabotée à ce moment-là par Nicolas Sarkozy, et pas que lui, les gens qui l'entouraient. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour Henri Guédon, je l'avais reçu il y a quelques temps là-dessus, sur le traité de Lisbonne, c'était intéressant de voir son analyse aussi par ça. Voilà mon analyse, François, par rapport à ça. Oui. Alors, je pense néanmoins qu'il y a une résilience électorale. Mais c'est même, résilience est un mot un peu à la mode et galvaudé. Disons que le principe espérance, l'espérance politique fait que dès qu'un candidat semble susceptible de porter un projet qui est capable de transcender et de fédérer les Français, je pense qu'il peut s'imposer. Mais il n'y en a pas. Il va y en avoir parce que Sarkozy est toujours là. De Sarkozy, c'est l'ombre de la reine-mère, si vous voulez. Il empêche, Sarkozy, l'émergence d'un leadership au sein des LR. Mais vous avez raison, on retombe sur la contradiction. C'est que c'est un parti qui s'est rallié, c'est la trahison des élites.
On retourne sur la trahison des élites. Hein. La trahison des élites qui aujourd'hui est portée par Macron, l'énorme farce qui est Macron, avec son plan, entre autres, sur l'industrie qui est une farce exceptionnelle, hein, puisque tous ces gens-là ont accompagné la Oui, c'est une escroquerie, le plan de Macron sur la réindustrialisation. Oui. Mais c'est le problème de nos élites. Hein. Nos élites ont trahi depuis 30 ans. C'est le livre de Christopher Lasch. Hein. Les pays dans lesquels les élites ont le plus trahi, c'est l'Amérique et la France. Il se trouve que l'Amérique a eu Trump, a DeSantis aujourd'hui. Nous, on n'a pas d'équivalent. Donc oui, sur les LR se sont enfermés dans l'oligarchie, se sont enfermés dans l'hyperclasse mondialisée, se sont enfermés dans le confort, parce que c'est aussi confortable idéologiquement, par la doxa portée par Bruxelles, qui nous désarme, qui a fabriqué cette désindustrialisation qui nous a appauvris massivement et qui nous conduit au niveau de la Grèce aujourd'hui. Alors, dans ces cas-là, il y a une sanction par les urnes, et cette sanction par les urnes, ça fait 10 ans qu'on la vérifie. François Fillon écarté du deuxième tour en 2017, hein. Valérie Pécresse humiliée en 2022. Là, les chiffres qu'on nous annonce pour les européennes, hein, pour les LR, avec un tandem Barnier, vous vous rendez compte? Barnier, Michel Barnier, ouais. Barnier qui est censé être un Savoyard alors qu'il a passé plus de temps dans sa vie à Bruxelles que chez lui. Et qui va retourner à Bruxelles si jamais il est tête de liste, hein, ou Bellamy est donné à 12-13%, mais rappelez-vous, Pécresse était donné à 20%. Donné à 20% Pécresse. Et son vrai poids, c'est 5%. Et maintenant, il y aura la sanction par les urnes, qui est le juge de paix, et peut-être que ça va être là, pour le coup, les LR ne sont pas encore complètement sabordés, parce qu'ils ont un avantage sur tous les autres partis réunis, que le PS a perdu. C'est que c'est un parti de barons, d'élus locaux, c'est une agence pour l'emploi au niveau régional. Ils sont majoritaires au Sénat, donc c'est un parti de sénateurs, mais peut-être que ça, ils vont le perdre, parce que sur la longue durée, le Sénat, il y a des effets d'inertie qui peuvent maintenir une majorité. Donc ils ont encore cette force-là. Et peut-être qu'ils vont la perdre l'an prochain. S'ils choisissent Barnier, ils vont la perdre, je veux dire. Et même Bellamy à beaucoup d'égards. Hein. Donc peut-être que c'est un parti qui est en train de disparaître. Un parti qui disparaît, c'est comme les radicaux socialistes. Hein. C'est un processus qui, quand même, est assez lent, long, lourd, inexorable. Hein. Et puis, de fait, ils se sont enfermés dans cette impasse que je pointais tout à l'heure, dans lequel on ne voit absolument aucune perspective politique. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas faire analyse de l'effondrement de la France. Comme Macron. Macron, on nous dit, Macron, c'est le Mozart de la finance. C'est surtout le Beethoven de la dette, Macron, mais bon. Ouais, vous avez pas raison, très bonne formule. On passe entre 2021 et 2022, on double le déficit du commerce extérieur. On est à 160 milliards ou 170 milliards de déficit. Hein. Ça veut dire qu'on s'appauvrit à une vitesse accélérée, vertigineuse, hein, qu'on ne peut plus vivre qu'à travers la dette, à travers les marchés financiers. Et c'est lui-même qui parle de déni de réalité, en disant que l'opposition ment aux Français, les Français sont dans un déni de réalité pour la réforme des retraites. C'est quand même assez savoureux comme histoire, ça, hein, aussi. Mais il vit dans ses propres mensonges, confronté par les médias centraux. Donc, désormais, cette droite, hein, d'abord, il y a un problème au niveau de la droite. Puisque moi, je le regrette profondément. Je pense que c'est pas votre cas à vous, Nicolas, parce que maintenant, si le souverainisme transcende hein, le clivage droite-gauche, par définition. Moi, je reste néanmoins très, très attaché à ce clivage, hein, parce que je pense qu'il a des enracinements, des racines, anthropologiques très profondes. Hein. On regarde, hein, chaque année, il y a un sondage du CEVIPOF hein, sur les fractures françaises, hein, qui analyse hein, la façon dont les Français se positionnent en fonction de la droite et de la gauche. Hein. On est quand même surpris et sidéré, même si ça a un peu remonté en 2022 parce qu'il y avait une présidentielle, hein, c'est quand même plus de 2/3 des Français ne se reconnaissent pas dans le clivage droite-gauche. Ça veut dire qu'il n'est plus opératoire, parce que là aussi les conservateurs ne veulent pas comprendre. Je le redis, je le regrette, parce que je pourrais en parler longuement de ce qu'est la droite et la gauche pour moi. Mais de fait, hein, il y a quand même le principe de réalité qui commande la politique. Si 2/3 des Français ne se reconnaissent plus dans ce clivage, hein, c'est qu'un autre clivage s'est substitué à celui-là. Les LR ne veulent pas analyser, exception faite d'Aurélien Pradier et de quelques autres, hein, c'est qu'au clivage droite-gauche, c'est substitué un clivage France d'en bas, France d'en haut. France d'un côté, la périphérie, et pays central. Hein, il y a un clivage violent qui est de fait que de nature violente, puisqu'elle est sociale. Voilà, il est social et identitaire aussi, hein, puisque il y a ce clivage est apparu en France, aux États-Unis il y a 50 ans. Les États-Unis nous précèdent pour tout, c'est le white flight, donc la fuite des Blancs, ça s'est produit aux États-Unis il y a 50-60 ans.
Les Blancs quittent les centres-villes, gangrénés par l'immigration, par la drogue, par la délinquance, et s'installent dans ce qu'on appelle aux États-Unis suburbia. Donc cette ville périphérique, pavillonnaire, horizontale, et pas verticale comme les capitales. En France, ça se produit à la fin des années 80-90. Les classes ouvrières quittent la petite couronne parisienne et vont s'installer, c'est Fourquier le premier qui le voit, sur ce qu'il appelle la ligne TGV, c'est-à-dire Paris, Orléans, Tours, etc. Donc ils se séparent. Ils font déjà le séparatisme. Donc se met en place peu à peu ce clivage. Vous avez raison, il est très très violent. La preuve en est, c'est que ce sont deux pays qui ne se parlent plus. On le voit aux États-Unis. Le pays de l'Amérique profonde, celui de Trump, ne parle plus à celui de Biden. Et réciproquement, de la même manière qu'arrive aujourd'hui en France, une incompréhension totale entre la France qui fume des clopes et qui roule au diesel et la France des bobos qui roulent à vélo. J'ai rien contre le vélo, j'en fais pas assez le reste. La question n'est pas là. Mais ce sont deux pays qui sont de plus en plus séparés. Donc au clivage droite-gauche est apparu un clivage de plus en plus fort. Périphérie, pays central, ou pour parler comme Vermeulen, périphérie, France métropolitaine, les 25 grandes métropoles, pour parler comme Guy Louis, périphérie, etc., pour parler comme Sainte-Marie, bloc élitaire, bloc populaire. De fait, le vrai clivage, désormais, est là. Allez, François, on en reparle immédiatement, le bulletin d'information, on en reparle, la droite populaire peut-elle renaître de ses cendres et reprendre sa place pour protéger les Français, mais immédiatement le bulletin d'information avec Emmanuel Noël. Vue de haut. Allez, nous revenons avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Une vidéo un peu particulière ce matin où on a une conversation autour de la droite populaire. La question qu'on se pose avec François, c'est la droite populaire peut-elle renaître de ses cendres et reprendre sa place politique et civilisationnelle, culturelle, j'ai envie de dire, pour protéger les Français des affres de la mondialisation, de l'immigration, de la dissolution de la nation et bien sûr du néolibéralisme bruxellois de plus en plus violent qui appauvrit manifestement les Français et dangereusement les Français. François, on était sur la question notamment de la violence. Vous parliez finalement de cette fracture sociale entre la France d'en haut et la France d'en bas qui a supplanté pour vous la gauche et la droite. Bon, on était là-dessus avant le bulletin info. Oui, moi je le regrette, parce que je le redis, je pense que le clivage droite-gauche est quand même central. Oui. Du reste, si c'est universalisé comme il s'est universalisé, c'est qu'il touche des ressorts très profonds dans l'opinion, conscient et inconscient, dans l'inconscient collectif des peuples. Pour qu'il se soit à ce point-là mondialisé, c'est que il touche une vérité profonde. Mais de fait, on observe aujourd'hui, en tout cas dans quelques pays occidentaux, les pays de l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Amérique du Nord, se substituer un nouveau clivage. Alors certes, Trump appartient au camp conservateur, certes, c'est Biden, c'est les libéraux et les démocrates. Oui, en effet. Mais à ce clivage-là, ce que je disais, se recoupe un clivage géographique aujourd'hui, qui n'est plus historique et idéologique. Enfin, il est idéologique en réalité. Mais il est géographique entre le pays central. Il y a une ambiguïté avec ce terme. Disons, le pays des grandes villes métropolitaines, tourné vers le monde, c'est Anne Hidalgo qui est beaucoup plus proche, dit-elle. Et c'est vrai, forcément. Puis elle le dit de Londres et de Berlin, que du pays profond. On a vu son score à la présidentielle. Donc un nouveau clivage est venu cornériser, marginaliser le clivage central qui dominait les démocraties partout. Et il domine ce clivage, domine les démocraties pour une raison presque procédurale. Puisqu'en dehors des pays avec un système de proportionnel, à la fin, il y a une finale avec deux candidats. Donc, c'est plutôt la droite et la gauche. Aujourd'hui, c'est plus la droite et la gauche, ou seulement la droite et la gauche. Et on le voit en France avec Macron et Marine Le Pen, parce que chez nous, c'est quasiment chimiquement pur. C'est totalement décanté. Et Macron, c'est le candidat des élites, mondialisé, du capitalisme financiarisé, Mozart de la finance, et comme vous le disiez très justement, Beethoven de la tête. Et Marine Le Pen. Donc, la France post-industrielle. Et ça, c'est le drame majeur, tant que la droite, dite de gouvernement, mais aujourd'hui, elle n'est plus de gouvernement, c'est une droite auxiliaire, les LR en l'occurrence, ne s'intéressera pas à cette question de l'industrie.
qui nous plombe depuis 30 ans, depuis 40 ans, puisque tous nos choix stratégiques de la part de nos élites nous ont conduits dans le mur. Or, il se trouve que nous avons pris beaucoup de vitesse et que nous allons le heurter, ce mur. Ça s'accélère, je disais tout à l'heure, tant qu'ils ne prendront pas en considération, et c'est paradoxal de la part des LR, parce que je le redis, c'est un parti d'élus et d'élus locaux. Donc, c'est des gens qui ont des permanences, qui voient leurs électeurs, qui voient leurs administrés. Or, dans la France périphérique, toute l'industrie manufacturière française, qui a fait la richesse de la France, a disparu, ou quasi totalement disparu. Donc, quand ils ne prendront pas à bras-le-corps ce problème-là, et il ne semble pas qu'ils aient envie de le prendre, puisque précisément, ils sont focalisés. Comme je disais tout à l'heure, ils sont focalisés sur des problèmes sociétaux. Mais François, je me permets de vous couper là-dessus. Regardez, finalement, ça bouge quand même un peu entre les lignes, parce que regardez notamment la proposition de la niche parlementaire du groupe Lyot du 8 juin prochain. Vous vous rendez compte que la motion de censure s'est passée franchement juste au niveau des Républicains. Et là, aujourd'hui, il se dit, notamment au sein de l'exécutif et de la majorité très relative présidentielle, que les Républicains, pour certains, pourraient basculer et voter la proposition de loi du groupe Lyot en niche parlementaire le 8 juin et finalement aller sur l'abrogation, enfin on verra après le Sénat, mais pourrait au moins, pour les députés de l'Assemblée, aller vers une abrogation de la réforme des retraites. Donc on sent aussi, finalement, et vous l'avez dit, que le territoire des alliés républicains, des députés républicains, ils commencent à sentir la fièvre populaire, et puis quand ils se retrouvent à l'Assemblée face aux trois petits boutons, peut-être qu'ils appuient sur pas le bouton sur lequel Éric Ciotti ne voudrait pas qu'ils appuient, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai quand même l'impression, et entre-temps, Éric Ciotti, vous avez vu, parce que je voudrais qu'on parle de ça aussi, vous avez vu qu'Éric Ciotti joue à la dinette avec les Français en faisant un contre-gouvernement. Non mais, on est chez les dingues avec ces gens-là, on est chez les dingues. Il nous fait un contre-gouvernement, Éric Ciotti. Il publie une feuille A4 avec un contre-gouvernement, voilà. Alors, on va parler de Ciotti. Oui, mais voilà, je voulais qu'on parle des députés avant. Simplement de réponse, sur... peut-être que ça sent Roussi, en effet, pour une réélection. Ils ont des remontées terrain, c'est de la bande à Pradier et autres. Ils ont des remontées terrain quand même dévastatrices et catastrophiques. Des gens qui sont prêts à la bascule, qui encore maintenaient avec un vote LR, mais qui demain voteront RN. Donc, ils commencent à avoir chaud. Permettez-moi, pardonnez la Oui, on peut. Donc, mais il n'empêche, ça ne résoudra pas le problème, puisqu'ils sont coincés entre deux. On revient, j'en ai pas parlé, à la racine du mal des LR ou de l'UMP. Ça a été pointé par Séguin à l'époque. C'est-à-dire que les troupes, c'est le RPR, parce que les troupes étaient au RPR. Oui. Et les cadres étaient à l'UDF. Donc en réalité, on a amené les troupes RPR, souverainistes, gaullistes, nationalistes, avec une très grande porosité entre l'électorat Jean-Marie Le Pen et RPR. Et du reste, le RPR baisse un tout petit peu quand le FN apparaît. Donc on a les troupes RPR, la base, mais la tête, c'est Juppé. Même s'il vient du RPR, c'est Juppé. Je veux dire, il est dur parce que il est rigide, mais idéologiquement, il est mou. Idéologiquement, c'est même pas un Girondin, c'est en dessous d'un Girondin, c'est un européiste. Donc c'est cette ligne-là qui va triompher. Et aujourd'hui, les LR sont en train d'en payer le prix, puisque les RPR sont en train de peut-être de renaître sous la forme de Reconquête. Mais ça, c'est un autre débat, avec les limites que j'ai pointées de Reconquête propre à Reconquête. Et l'enfermement dans cette sociologie électorale. Alors sur Ciotti, il est énorme. S'il n'était pas là, il faudrait l'inventer, le cher Ciotti. Il faut le cloner aussi pour pas le perdre avec le temps. Il faut pérenniser ce genre de figure politique de la 5e. Moi, je pense. On ne sait pas où le situer, Ciotti, puisqu'il n'y a pas de colonne vertébrale. On retombe sur l'école des cadres. Il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est le type qui disait pendant la primaire, Éric Zemmour, mon ami. Et c'est le type qui, quand Grégoire de Fornas a fait sa sortie des plus raisonnables, qu'il retourne au pluriel en Afrique, se solidarise de la NUPES. Donc, où es-tu, Éric? Est-ce que tu es proche de Éric Zemmour ou est-ce que tu es proche de Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de colonne. Il n'aurait jamais dû. Éric Ciotti être le patron des LR. On parle des LR, sauf qu'ils sont à 5%. Donc à 5%, on peut bombarder un Éric Ciotti à sa tête. Mais c'est pas grand-chose, je veux dire. Alors je veux bien, pour moi c'est Don Camillo, mais moins l'humour. Don Camillo, oui, c'est sûr. Il reste plus grand-chose, mon cher François. Mais la voix de Ciotti, comme Don Camillo, il finit évêque. Et Pépone, il finit au Parlement. Donc pourquoi pas moi, se dit-il. Mais non, tu pèses 5% et tu nous fais un... En anglais, en plus. En anglais, tu nous fais un Shadows cabinet. Ce qui a valu une rafale, parce qu'il y a encore chez les LR des gens attachés à la langue française. Il y a eu des jeux de mots exceptionnels sur le Charlot cabinet, sur le Chamallow cabinet, sur le Shadok cabinet, SOS fantôme.
avec des personnalités qui sont totalement connues. Vous avez remarqué, en dehors de Nadine Morano, sur qui tout le monde est tombé, connaît un des futurs ministres putatifs, choisis par les cadres, par Ciotti et par son entourage. On ne les connaît pas. Mais qui lui demandait de faire ça, Éric Ciotti? Il l'a fait tout seul, en fait. Je sais pas s'il y a vraiment une volonté populaire de la base de proposer un contre-gouvernement. Je dis, il joue à la dinette avec les Français, vraiment. Personne lui demandait de rien faire, en fait. Mais c'est un peu l'armée mexicaine aussi, les LR. Hein, quand on voit, non mais franchement, quand on voit la structure du parti qui a été nommé il y a pas longtemps, notamment avec des gens qui ont pris des roustes, passez-moi l'expression, aux législatives, et qui se retrouvent en haut de la structure du parti des LR. Bon, vous me direz, ça pèse 4-6, mais ça, franchement, je suis désolé, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ouais, et c'est encore plus ridicule que cette pratique du cabinet fantôme. Pourquoi pas dans l'absolu? C'est plutôt une pratique anglo-saxonne, d'où du reste l'anglicisme, Shadows Cabinet, etc. Cabinet fantôme, qui a valu vraiment une volée de bois vert. Moi, je disais dans le Figaro Vox, les commentaires, les électeurs sont déchaînés des LR contre cette idée-là. Mais pourquoi pas dans l'absolu? Je veux dire, pourquoi? Mais si on est une force d'alternance, si on est en finale. Mais là, on parle d'un parti qui est à la 5e place ou 6e, où la perspective de pouvoir n'est même pas éloignée. Je veux dire, c'est que elle est tellement lointaine qu'on ne peut pas. Donc en réalité, c'est le règne du docteur Coué et de sa fameuse méthode. C'est qu'à force de dire qu'on va être au gouvernement, qu'on a un gouvernement en réserve, avec des personnalités, on va avoir un gouvernement. Non. Donc là encore, c'était se tirer une balle dans le pied, ce que les LR ont fait. Moi, j'attends avec impatience, mais ce sera sûrement au second semestre de cette année, la liste pour les européennes. Je suis très curieux de voir si Bellamy sera maintenu. Et je le redis, Bellamy, la sociologie électorale, c'est 8%, 9%, 10%. Comment, s'il est maintenu, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas gagné, parce que même s'il a les faveurs de Wauquiez, il n'a pas forcément celle de Ciotti, il y a Barnier en réserve, comment il va faire face à Marion Maréchal Le Pen? C'est une vraie question. François, il nous reste 5 minutes. Allez-y, finissez là-dessus. Oui. Non, disons que déjà, non seulement c'est une niche au sens écologique du terme. Cette sociologie, elle ne fait pas une majorité, mais si on a Bellamy et Marion Maréchal Le Pen, on va diviser par 2 les voix. Donc ces gens-là vont encore moins peser. Voilà ce que je voulais dire. Alors, si vous nous rejoignez, on est dans la vidéo avec François Bousquet. On parle de la droite républicaine, des LR, et surtout, est-ce que les républicains doivent redevenir populaires dans le sens du peuple, de la cité, pour pouvoir espérer quelque chose? J'ai envie qu'on parle du charismatique, du pétillant, Laurent Wauquiez, celui qui s'est caché sous la couette pendant la réforme des retraites. Là, là aussi, franchement, c'est un symptôme de cet effondrement intellectuel de la droite. Dire Laurent Wauquiez, on nous dit que c'est lui qui va aller en 2027 comme candidat des LR, et il n'a pas pipé un mot sur la réforme des retraites. Il a été interpellé au sein de l'agriculture, il n'a absolument rien répondu. Il s'est caché derrière le cul d'une vache angevine pour ne pas répondre à la question. Enfin, est-ce que très sincèrement, François, Laurent Wauquiez avait le luxe de ne rien dire sur la réforme des retraites? Non, il y a un mystère, Laurent Wauquiez. Voilà. Wauquiez, dans ma chronique, il y a un délit de faciès sur Wauquiez. De traître, alors que c'est un reproche, vous voyez, comme quoi la morphopsychologie, ce qu'on appelait autrefois la physiognomonie, présente certaines réalités. Je ne sais plus qui disait, à partir de 50 ans, on est responsable de son visage. Chez Gérald Darmanin, on ne voit pas la trahison. Chez Wauquiez, on ne voit que ça. Wauquiez, néanmoins, reste le contre-modèle de tous les personnages que nous évoquions. Parce que là, il y a une colonne vertébrale très très forte. Je rappelle le parcours du type, c'est le surdoué. Il coche toutes les cases du surdoué. Premier à l'agrégation d'histoire, qui n'est plus dur, normalien, brillant, tous les gens qui le côtoient en privé voient qu'il y a un discours officiel, et en off, il y a de l'intelligence, de la profondeur. Mais c'est un type qui procrastine, depuis toujours. Il sait quelle est la bonne ligne. Il le sait mieux que personne, cette bonne ligne. La bonne ligne, c'était la ligne Sarko 2007. Pas le Sarko escroc, je m'entends. La bonne ligne, c'est la droite va leur travail. Les gens qui se lèvent tôt, les gens qui travaillent, l'industrie assortie, adossée, a également une dimension identitaire, sécuritaire, anti-migratoire. C'est la bonne ligne. Pour autant, il ne sortira jamais du bois. On l'a vu pour les retraites. Il procrastine. Il sait ce qu'il doit faire. Et il ne le fait pas. Il tient plutôt
plutôt pas mal, je crois, sa région. Il coupe les cordons des bourses là où il faut les couper. Il les a coupés à l'université de Grenoble récemment. Je pense que c'est une des régions les moins endettées de France. Je crois que c'est une des régions les moins endettées de France. Pas une région, hein, je m'entends, c'est un truc énorme. Hein. Oui. Qui n'a aucun sens. Hein. Mais ça n'ira nulle part. Parce que c'est Laurent Wauquiez. C'est un cheval de course, pour moi, Laurent Wauquiez, vraiment un cheval de course, hein, mais qui n'a pas de charisme, hein, aucun charisme, vous l'avez dit, et qui joue au porcheron aujourd'hui. Il s'adresse qu'à la France périphérique, il boycotte les médias parisiens, il se met en retrait de la politique, hein. Mais en même temps, alors lui, pour le coup, les dents rayent le parquet, son ambition le dévore, il n'arrive pas à la cacher. Il y a quelques mois, il a commis la bourde classique chez lui, de dire qu'en 2027, ce sera Marine Le Pen ou moi. Mais personne ne sait que ce sera toi, mon garçon, en 2027. Pour le moment, à part toi et quelques LR, personne ne sait. Mais c'est plus fort que lui. Il a éprouvé le besoin de le dire. Donc, il a une dimension que le RN devrait quand même regarder attentivement et qui me semble fonctionner dans la France périphérique, hein, où joue le narcissisme des petites différences. Hein. C'est qu'il a attaqué les cassos assez violemment, il y a quelques années de ça, en parlant de cancer de l'assistanat. Et c'est un levier électoral assez important, moi, je trouve. Hein. Cette France périphérique, le RN n'ose pas l'activer, ce levier-là, parce qu'ils ont peur de s'aliéner une partie des gens qui pourraient voter pour eux, donc les gens qui votent qui vivent des minima sociaux. Je pense que c'est une erreur. Wauquiez a touché quelque chose d'assez juste et profond là. Mais pour autant, si derrière, il n'y a pas de perspective sociale, hein, il n'y a pas de perspective de réindustrialisation, ça ira nulle part. Et Wauquiez c'est une fois de plus, hein, c'est très mal engagé. Il s'est trompé, c'était le candidat naturel des LR, jusqu'à ce il impose Bellamy en tête de liste des européennes. Ça a été un échec. Hein. Depuis, il va de défaite en défaite. Hein. Bon, mais merci François Bousquet. On arrive déjà à la fin de cette conversation. J'en suis désolé, mais il faut rendre l'antenne. On me fait des gros yeux en régie. Cher Franck, bien entendu, je rigole. Je plaisante, il me fait des gros yeux vraiment maintenant. Merci en tout cas François Bousquet. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la nouvelle librairie. Merci beaucoup. Et un hors-série à retrouver dans les presses très rapidement. Merci beaucoup.